L'amour est l'un des mystères les plus courants et pourtant l'un des plus profonds de l'âme humaine. Carl Jung. Pourquoi certaines personnes nous attirent-elles, tandis que d'autres, si merveilleuses soient-elles, passent inaperçues aux yeux du cœur? Qu'y a-t-il en nous qui nous fait ressentir cette connexion immédiate, presque magique, avec quelqu'un que nous venons de rencontrer? Comment est-il possible de comprendre les schémas invisibles qui déterminent de qui nous tombons amoureux? Dans cette vidéo, vous découvrirez les forces inconscientes qui façonnent vos choix amoureux. Vous comprendrez comment votre monde intérieur crée des cartes invisibles qui guident vos attractions. Et plus important encore, vous apprendrez à accéder à des couches plus profondes de votre psyché pour créer des connexions authentiques et transformatrices. Lorsque nous comprenons ce qui nous attire réellement chez une autre personne, nous commençons à comprendre qui nous sommes. Il existe un secret gardé dans les profondeurs de la psyché humaine, un secret que peu ont le courage d'affronter. Ce secret n'est pas seulement lié à la manière dont nous faisons tomber quelqu'un amoureux de nous, mais il révèle quelque chose de bien plus précieux. Comment nous devenons capables d'aimer et d'être aimés dans notre totalité. Tout au long de cette vidéo, j'ouvrirai des portes vers des dimensions peu explorées de l'affect humain. Et croyez-moi, ce que nous découvrirons à la fin changera complètement votre vision de l'amour et de l'attraction. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi la plupart des gens n'expérimentent jamais la véritable rencontre avec l'autre. Commençons. L'inconscient humain porte en lui une carte ancienne, dessinée à l'encre invisible, faite d'expériences, de souvenirs, de traumatismes et de joie. Une carte qui détermine, sans que nous nous en rendions compte, la direction de notre cœur lorsque nous disons « Je suis tombé amoureux ce ». Imaginez un homme qui tombe toujours amoureux de femmes distantes, qui ne parviennent jamais à s'abandonner complètement. Il souffre, se plaint de sa malchance en amour, mais continue, tel un navigateur hypnotisé, à suivre la même route tempétueuse. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est que sa carte intérieure a été dessinée dans son enfance, lorsque sa mère, bien que physiquement présente, était émotionnellement inaccessible. Son inconscient cherche à plusieurs reprises à résoudre cette ancienne énigme. Comment conquérir l'amour de ce qui semble inaccessible? Avez-vous déjà remarqué des schémas similaires dans votre vie amoureuse? Jung appellerait cela un complexe maternel, un ensemble d'émotions, de souvenirs et d'associations inconscientes liées à la figure maternelle qui influence nos choix romantiques. Nos cartes de l'amour inconscient ne sont pas des créations aléatoires, ce sont des constellations psychiques formées par les premières expériences de lien et de séparation. Ces cartes ne déterminent pas seulement qui nous trouvons attirants, mais aussi comment nous nous comportons dans les relations. Elles déterminent si nous fuyons l'intimité ou si nous nous y accrochons désespérément, si nous craignons l'abandon ou la suffocation, si nous cherchons à sauver ou à être sauvés. La première clé pour transformer ces schémas est de les amener à la lumière de la conscience. Observez vos attractions récurrentes. Quel type de personne éveille toujours votre intérêt? Quelle dynamique se répète dans vos relations? C'est la première étape pour réécrire votre carte de l'amour, reconnaître qu'elle existe et influence vos choix bien plus que vous ne l'imaginez. Il est fascinant de voir combien d'entre nous passent leur vie entière à chercher l'amour, sans jamais se demander pourquoi nous désirons ce que nous désirons. Le désir est comme une rivière souterraine. Il s'écoule à travers les cavernes obscures de notre psyché, n'émergeant qu'à la surface de la conscience. Mais ses sources se trouvent bien au-delà, dans les profondeurs de notre histoire personnelle et collective. Il y a quelque chose de plus ici. Quelque chose qui se cache dans les ombres du désir et qui, si ignoré, peut miner toute tentative de connexion véritable. À la surface de nos interactions sociales et romantiques, nous ne sommes pas qui nous sommes réellement. Nous portons des masques, des personas que nous avons développés pour naviguer dans le monde. La persona telle que Jung la définissait est la face publique que nous présentons aux autres. Imaginez une femme qui se présente toujours comme forte et indépendante. Elle a bâti une carrière impressionnante, se montre capable et autosuffisante à tout moment. C'est sa persona. Mais derrière ce masque, il existe une partie d'elle qui aspire à la vulnérabilité, à des moments où elle peut simplement être fragile et s'appuyer sur quelqu'un. Cette partie reste cachée, non seulement des autres, mais souvent d'elle-même. Dans le jeu de la séduction et de l'attraction,
nous présentons souvent des versions éditées de qui nous sommes. Nous montrons nos meilleurs côtés, cachons nos insécurités. Paradoxalement, c'est précisément cette tentative de paraître parfait qui empêche les connexions authentiques. La persona est un pont nécessaire vers le monde social, mais elle peut devenir une prison dans le monde des affections. Les masques sont nécessaires dans de nombreux contextes sociaux, mais quand il s'agit d'amour véritable, ils deviennent des barrières. L'amour authentique ne se produit pas entre personas, mais entre des êtres humains complets, avec leurs lumières et leurs ombres. Si vous souhaitez créer les conditions d'un amour véritable, commencez par identifier vos propres masques. Quels aspects de vous-même avez-vous tendance à mettre en avant lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau? Quelle partie de vous cachez-vous ou minimisez-vous? L'authenticité, et non la perfection, est ce qui crée l'espace pour des connexions profondes. La véritable rencontre avec l'autre ne se produit que lorsque nous permettons à nos masques de tomber, même si c'est progressivement. Et paradoxalement, cette vulnérabilité contrôlée est bien plus magnétique que n'importe quelle façade de perfection. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Comme s'il y avait une reconnaissance immédiate, une familiarité inexplicable. Dans le phénomène de l'attraction, nous trouvons l'un des miroirs les plus puissants pour notre propre psyché. Ce qui nous attire chez l'autre reflète fréquemment des parties de nous-mêmes, à la fois celles que nous reconnaissons et celles qui demeurent dans l'ombre. Jung appelait ce phénomène la projection, le processus inconscient par lequel nous attribuons à l'autre des qualités, des défauts, des potentiels et des limitations qui en réalité sont les nôtres. L'attraction initiale est presque toujours un bal de projection mutuelle. Nous voyons chez l'autre ce que nous désirons voir, ce que nous craignons, ce que nous admirons, ce que nous ne reconnaissons pas en nous. Imaginez un homme extrêmement contrôlé et rationnel qui se sent irrésistiblement attiré par une femme spontanée et émotive. Ce qui l'attire n'est pas seulement la femme elle-même, mais ce qu'elle représente, la partie de lui-même qui a été refoulée, son émotivité non vécue, sa spontanéité abandonnée. Elle est le miroir de son potentiel non réalisé. Comprendre cela ne diminue pas la magie de la rencontre. Au contraire, cela ajoute des couches de signification. L'attraction devient une carte pour la connaissance de soi, un guide pour les parties de nous-mêmes qui cherchent expression et intégration. C'est comme si chaque personne par qui nous nous sentons attirés portait un fragment de notre âme qui cherche à revenir à la conscience. La question n'est pas d'éviter les projections, ce serait impossible, mais de les reconnaître lorsqu'elles se produisent. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fascine exactement chez cette personne? Quelles qualités je vois en elle que j'admire, que j'envie ou que je crains? Et comment puis-je développer ces qualités en moi-même? Ici réside un paradoxe fascinant. Plus nous intégrons les projections, en les reconnaissant comme des parties de nous-mêmes, plus nous devenons libres de voir l'autre tel qu'il est réellement. Non pas comme un dépôt de nos fantasmes, mais comme un être humain complet, avec sa propre histoire. Et c'est ici que de nombreuses relations potentielles se perdent lorsque nous insistons pour garder l'autre comme un miroir, refusant de voir au-delà de l'image que nous projetons. Il y a un moment crucial dans toute relation profonde, lorsque le brouillard de la projection initiale commence à se dissiper et que nous apercevons l'autre dans sa réalité. C'est à la fois le moment du plus grand danger et celui du plus grand potentiel pour l'amour véritable. Il existe quelque chose en nous tous qui nous terrifie de regarder directement. Aire de la psyché que nous préférons garder dans l'ombre, ignorer, réprimer. Jung a appelé cette région l'ombre, le réceptacle de tout ce que nous rejetons, nions ou refusons de reconnaître en nous-mêmes. Notre ombre ne contient pas seulement des impulsions destructives ou des qualités négatives. Elle contient aussi des potentiels non développés, des talents non reconnus, des vulnérabilités non acceptées. Et paradoxalement, plus nous refusons de regarder notre ombre, plus elle influence nos relations. Imaginez une femme qui n'admet jamais ressentir de la colère. Elle se voit comme quelqu'un de toujours compréhensif et patient. Cette négation ne fait pas disparaître la colère, elle la pousse simplement dans l'ombre. Un jour, elle se retrouve inexplicablement attirée par un homme explosif qui exprime facilement sa colère. Il est la personnification externe de sa propre colère refoulée.
Ou peut-être ressent-elle une aversion disproportionnée pour les personnes qui expriment leur colère, réagissant avec un jugement excessif. Les deux sont des manifestations de son ombre non intégrée. Ce que nous ne pouvons pas regarder en nous-mêmes, nous le trouverons projeté sur les autres, soit comme une attraction irrésistible, soit comme une aversion insupportable. Dans les relations, l'ombre se manifeste principalement selon deux schémas. Soit nous tombons amoureux de personnes qui expriment des aspects de notre ombre que nous ne reconnaissons pas, soit nous développons des irritations et des aversions disproportionnées envers ceux qui manifestent des éléments de notre ombre non acceptés. C'est pourquoi cette personne qui nous irrite inexplicablement peut être un miroir précieux pour nos aspects non intégrés. Le chemin vers l'amour authentique exige le courage de regarder notre ombre. Cela signifie se demander « Qu'est-ce qui m'irrite excessivement chez les autres? Qu'est-ce que je juge avec une sévérité particulière? Qu'est-ce qui m'attire de manière presque obsessionnelle ?» Dans toutes ces réponses, nous trouvons des indices sur notre ombre. Intégrer l'ombre ne signifie pas agir impulsivement ou exprimer tout ce que nous ressentons. Cela signifie reconnaître tous les aspects de qui nous sommes, y compris ceux que nous préférons nier, et en assumer la responsabilité, au lieu de les projeter inconsciemment sur l'autre. Et voici une vérité libératrice. Lorsque nous intégrons notre ombre, nous devenons plus complets, plus authentiques, et paradoxalement plus capables d'aimer et d'être aimés. C'est difficile de regarder en soi, n'est-ce pas? Au-delà des cartes inconscientes, des masques sociaux et des ombres personnelles, il existe un autre niveau d'influence dans nos attractions, les archétypes. Ces images primordiales, comme Jung les décrivait, sont des modèles universels présents dans l'inconscient collectif de l'humanité. Les archétypes fonctionnent comme des aimants psychiques, créant de puissants champs d'attraction et de répulsion dans nos vies amoureuses. Ce sont les thèmes universels qui se répètent dans les mythes, les contes de fées, et oui, dans nos relations modernes. Le héros, le sage, la grande-mère, le trickster, l'amant. Ce ne sont là que quelques-uns des innombrables archétypes qui peuvent être constellés dans nos relations. Lorsqu'un archétype est activé lors d'une rencontre, l'attraction peut être instantanée et accablante. Imaginez un homme qui se sent inexplicablement attiré par une femme qu'il vient de rencontrer. Il ne peut pas l'expliquer, mais il a l'impression de la connaître depuis longtemps. Ce qui peut se produire est l'activation de l'archétype de l'anima, l'image féminine intérieure présente dans la psyché masculine. Il n'est pas seulement attiré par la femme réelle devant lui, mais par la correspondance entre elle et l'image archétypale qu'il porte en lui. Ceci explique pourquoi certaines attractions semblent transcender la logique commune, pourquoi quelqu'un peut ressentir une connexion profonde avec une personne qu'il connaît à peine, ou pourquoi certaines figures de notre vie prennent une importance quasi mythique. Les archétypes les plus puissants dans les dynamiques d'attraction sont souvent ceux liés au féminin et au masculin primordiaux, non pas comme des catégories biologiques ou sociales, mais comme des principes psychiques universels. Ces principes ne dépendent pas du genre biologique ou de l'orientation sexuelle. Ils opèrent dans la psyché de tous les êtres humains, quelle que soit leur identification. Reconnaître l'influence archétypale dans nos attractions ne signifie pas être contrôlé par elles, mais comprendre leur langage symbolique. Lorsqu'une attraction semble disproportionnée ou inexplicable, demandez-vous, quelle force archétypale peut être en jeu ici? Quelle image universelle suis-je en train de projeter sur cette personne? Cette conscience nous protège de confondre la personne réelle avec l'archétype que nous projetons sur elle. Une des erreurs les plus courantes dans les relations passionnées. Et voici le secret. Les archétypes ne peuvent pas être éliminés, mais ils peuvent être conscientisés. Lorsque nous reconnaissons leur influence, nous gagnons la liberté de nous lier à la personne réelle, et non seulement à l'image archétypale qu'elle évoque en nous. Il y a quelque chose de vital ici que peu comprennent. À l'intérieur de chaque homme habite une image féminine inconsciente, l'anima. À l'intérieur de chaque femme, une image masculine inconsciente, l'animus. Ces images intérieures, formées par notre expérience personnelle et par l'inconscient collectif, influencent profondément nos attractions et nos relations. L'anima dans la psyché masculine représente des aspects liés à l'émotivité, à l'intuition, à la réceptivité et à la connexion avec l'inconscient. L'animus dans la psyché féminine représente des aspects liés à l'assertivité, à la rationalité,
à l'initiative et à la connexion avec le monde extérieur. Indépendamment de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, ces forces opèrent en chacun de nous, bien que de manière différente. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il projette fréquemment son anima sur la femme aimée. Lorsqu'une femme tombe amoureuse, elle projette souvent son animus sur l'homme aimé. Cette dynamique explique à la fois l'intensité magique de l'émerveillement amoureux et ses inévitables désillusions. Imaginez un homme qui projette sur une femme son image intérieure idéale du féminin, réceptive, intuitive, nourrissante. Au début, il ne verra principalement que ses qualités en elle, même si elle possède de nombreuses autres caractéristiques. Avec le temps, la femme réelle commence à émerger derrière la projection, avec des complexités qui ne correspondent pas à l'image idéalisée. C'est un moment critique. Il peut rejeter la femme réelle parce qu'elle ne correspond pas à sa projection, ou il peut intégrer sa propre anima et se lier à la femme dans sa totalité. Le même phénomène se produit avec les femmes qui projettent leur animus sur des partenaires masculins, attendant d'eux qu'ils incarnent des qualités telles que la décision, la protection ou la rationalité que, en réalité, elles doivent elles-mêmes développer. Les relations les plus profondes commencent lorsque nous cessons de chercher chez l'autre les parties de nous que nous ne reconnaissons pas. L'intégration de l'anima ou de l'animus est un processus de reconnaissance et de développement des aspects contrasexuels dans notre propre psyché. Pour un homme, cela signifie développer sa propre sensibilité, intuition et réceptivité. Pour une femme, cela signifie développer sa propre assertivité, indépendance et rationalité. Plus nous intégrons ces aspects en nous-mêmes, moins nous avons besoin de les projeter désespérément sur les autres. Nous devenons plus complets, plus équilibrés et paradoxalement, plus capables d'aimer l'autre tel qu'il est vraiment, non pas comme un réceptacle de nos projections inconscientes. Cette intégration ne se produit pas en une seule fois. C'est un voyage de toute une vie, jalonné de défis et de découvertes. Mais chaque pas dans cette direction nous rapproche de la possibilité d'un amour plus conscient et moins névrotique. Avez-vous déjà eu peur de vous montrer vulnérable à quelqu'un que vous aimez? Il existe un portail vers l'amour authentique que peu ont le courage de traverser. Ce portail n'est pas fait de grandes déclarations ou de gestes dramatiques, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant, la vulnérabilité authentique. La vraie vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le courage de se montrer tel que l'on est vraiment, sans masque ni défense. C'est la disposition à être présent avec toutes ses imperfections, ses peurs et ses désirs. Et paradoxalement, cette vulnérabilité authentique est l'une des forces les plus magnétiques qui soient. Imaginez une femme qui s'est toujours montrée forte et indépendante, ne permettant jamais à personne de voir ses insécurités ou ses peurs. Un jour, avec quelqu'un en qui elle a une confiance profonde, elle s'autorise à montrer son côté le plus fragile, ses doutes sincères, ses peurs les plus intimes. Cette révélation, loin d'éloigner l'autre, crée un espace pour une connexion plus profonde que n'importe quelle façade de perfection n'aurait jamais permise. Jung comprenait que le processus d'individuation, le voyage pour devenir qui l'on est vraiment, passe nécessairement par l'intégration de toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous considérons inacceptables ou honteuses. Et c'est précisément cette intégration qui nous rend capables de connexions authentiques. La vulnérabilité est contagieuse. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous créons un espace pour que l'autre puisse l'être aussi. Nous créons un champ relationnel où les masques peuvent être abandonnés, où la rencontre réelle peut avoir lieu. Quand nous nous cachons derrière des armures, nous n'empêchons pas seulement les autres de nous voir, nous nous empêchons nous-mêmes d'être vus. C'est un paradoxe que beaucoup ne comprennent pas. Plus nous essayons de contrôler la façon dont les autres nous voient, plus nous nous éloignons de la possibilité d'être réellement vus et aimés. La transformation par la vulnérabilité ne signifie pas s'exposer indistinctement. Cela signifie cultiver le courage de se montrer véritablement à ceux qui ont démontré mériter cette confiance. Cela signifie permettre à l'autre de voir non seulement vos réussites et vos forces, mais aussi vos doutes, vos peurs et vos imperfections. Et peut-être le plus difficile, cela signifie être disposé à ne pas être compris, à être rejeté. Parce que la véritable vulnérabilité ne cherche pas de garantie, c'est un acte de foi dans le potentiel humain
pour une connexion authentique. Êtes-vous prêt à traverser ce portail? Il y a quelque chose de plus dans l'équation de la rencontre amoureuse, quelque chose qui transcende la psychologie individuelle et touche à des mystères plus profonds de l'existence. Jung a appelé ce phénomène la synchronicité, l'occurrence significative de deux ou plusieurs événements apparemment non liés causalement. Cette rencontre fortuite qui a changé votre vie. Cette personne qui est apparue exactement quand vous en aviez besoin. Cette coïncidence inexplicable qui a mené à un grand amour. Tous ces exemples sont de possibles manifestations de la synchronicité en action. La synchronicité suggère qu'il existe un ordre plus profond dans l'univers, une toile de signification qui relie des événements apparemment déconnectés. Dans le contexte des relations, cela signifie que certaines rencontres peuvent avoir un but qui transcende la causalité linéaire. Elle n'arriva pas par hasard, mais parce qu'il y a une signification plus grande à révéler. Imaginez un homme profondément engagé dans son processus de connaissance de soi, travaillant sur des questions liées à son ombre et à son anima. Soudain, il rencontre une femme qui, d'une manière inexplicable, incarne exactement les aspects qu'il essaie d'intégrer en lui-même. Cette rencontre n'est pas une simple coïncidence, c'est une synchronicité au service de son développement psychique. Jung a observé que les événements synchronistiques tendent à se produire lors de moments de transformation personnelle intense, lorsque nous sommes au seuil d'importantes découvertes intérieures. C'est comme si l'univers conspirait pour nous offrir exactement les rencontres dont nous avons besoin pour notre évolution. Cela ne signifie pas passivité ou fatalisme. Au contraire, plus nous devenons conscients, plus nous sommes attentifs aux signes synchronistiques dans notre vie. Plus nous devenons capables de reconnaître la différence entre une attraction basée sur des schémas névrotiques répétitifs et une rencontre qui porte le potentiel d'une transformation authentique. La synchronicité nous invite à une posture d'ouverture et de réceptivité. Nous ne contrôlons pas quand ni comment nous rencontrerons des personnes significatives, mais nous pouvons créer les conditions intérieures pour reconnaître ces rencontres lorsqu'elles se produisent. Et peut-être le plus important, la synchronicité nous rappelle que l'amour et les relations ne sont pas seulement des questions psychologiques individuelles, mais qu'ils sont connectés à une toile de signification plus large qui transcende notre compréhension immédiate. Avez-vous déjà vécu des rencontres qui semblaient chargées de sens, comme si une intelligence supérieure orchestrerait les événements? Dans l'alchimie médiévale, il existait la croyance que les métaux communs pouvaient être transformés en or par des processus spécifiques. Jung a reconnu dans cette ancienne pratique une métaphore parfaite pour le processus de transformation psychique, la transmutation de la conscience ordinaire en quelque chose de plus raffiné et de plus précieux. La véritable rencontre amoureuse est un processus alchimique. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un de compatible ou d'attirant, mais d'entrer dans un voyage transformateur où les deux partenaires sont des catalyseurs mutuels pour un processus de raffinement intérieur. Imaginez une relation où deux individus, au lieu de simplement chercher une satisfaction mutuelle, s'engagent à être des miroirs l'un pour l'autre, révélant à la fois lumières et ombres. Ils ne fuient pas les conflits, mais les abordent comme des creusets alchimiques, où les aspects non raffinés de leur personnalité peuvent être transformés. Tel est le potentiel alchimique de l'amour. L'alchimie amoureuse se déroule en phases, tout comme l'opus alchimique des anciens praticiens. Vient d'abord la nigredo, le noircissement, lorsque les illusions sont brisées et que les aspects sombres émergent. C'est une période de déception et de conflit, lorsque les projections initiales commencent à s'effondrer. Puis vient l'albédo, le blanchiment, lorsqu'une nouvelle conscience émerge des cendres de la désillusion. Les partenaires commencent à se voir plus clairement, acceptant à la fois les limitations et les possibilités réelles. Enfin la rubédo, le rougissement, lorsque la relation atteint une nouvelle intégration plus consciente et complète. Les partenaires ne se voient plus à travers le voile de la projection, mais dans leur humanité intégrale. L'amour devient non pas une quête désespérée de complétude, mais une célébration de la totalité déjà présente en chacun. La véritable alchimie de l'amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite, mais à participer à un processus qui révèle notre propre perfection cachée. Ce processus n'est pas pour les faibles.
Il exige une disposition à affronter l'inconfort, à abandonner les fantasmes, à regarder des vérités difficiles sur soi-même. Mais c'est précisément cette disposition qui sépare les relations transformatrices des arrangements superficiels, basés sur des besoins mutuels non examinés. L'alchimie amoureuse nous rappelle que le but le plus élevé d'une relation n'est pas seulement le bonheur personnel, mais la croissance de la conscience. Pas seulement le confort, mais la transformation. Et vous, cherchez-vous seulement le confort ou êtes-vous ouvert à la véritable transmutation alchimique que l'amour authentique peut catalyser? Au centre de la psyché humaine, au-delà de l'ego, de la persona, de l'ombre et de tous les complexes, existe ce que Jung a appelé le soi, le centre organisateur de la totalité psychique, l'archétype de l'intégrité et de la complétude. Le soi n'est pas seulement un concept abstrait. C'est une réalité vécue, une présence intérieure qui se manifeste dans les rêves, les intuitions profondes et les moments de connexion transpersonnelle. Et lorsque deux êtres humains se rencontrent à partir de ce centre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Imaginez une rencontre où deux personnes se relient non seulement à partir de leurs besoins, de leurs blessures ou de leurs désirs égoïques, mais à partir de ce noyau essentiel de qui elles sont vraiment. Ce n'est plus seulement une personnalité qui se rapporte à une autre personnalité, mais un soi qui rencontre un autre soi. C'est le fondement le plus profond de l'amour authentique. Quand nous nous connectons à partir du soi, nous ne cherchons pas chez l'autre à combler l'étude ou le salut. Nous nous reconnaissons déjà comme complets, comme des expressions uniques de la totalité. La relation ne devient pas une quête désespérée de complétude, mais une célébration de la plénitude qui existe déjà en chacun. Cela ne signifie pas une absence de besoins humains ou de vulnérabilité. Cela signifie que ces besoins et vulnérabilités sont soutenus par une reconnaissance plus profonde de notre essence intouchée, de ce qui en nous demeure intègre, au-delà de toutes les blessures et de tous les conditionnements. Le soi, en tant que centre de la connexion amoureuse, se manifeste de plusieurs façons. Dans la capacité de voir au-delà des masques et des défenses de l'autre, dans l'habileté d'aimer sans possessivité, dans la disposition à permettre à l'autre d'être exactement qui il est, sans essayer de le modeler selon nos attentes ou nos besoins. Se relier à partir du soi signifie également reconnaître le mystère fondamental de l'autre, ce noyau essentiel que nous ne pourrons jamais posséder ou comprendre complètement. C'est honorer l'autre non seulement comme objet de notre affection, mais comme une manifestation unique de la conscience, aussi mystérieuse et sacrée que nous-mêmes. Ce type de connexion se produit rarement automatiquement. C'est le résultat d'un travail intérieur constant, d'un engagement envers son propre processus d'individuation. Plus nous devenons conscients de notre propre totalité, plus nous devenons capables de reconnaître et d'honorer la totalité chez l'autre. Et c'est peut-être le plus grand don que nous puissions offrir à quelqu'un que nous aimons. Le voir non seulement comme nous l'imaginons ou le désirons, mais comme il est réellement dans toute sa complexité sacrée. Jung a décrit l'individuation comme le processus de devenir soi-même, de réaliser le potentiel unique contenu au cœur de notre personnalité. Ce processus n'est pas un voyage d'isolement, mais une expansion de conscience qui nous rend plus capables de connexion authentique. Le paradoxe de l'individuation est que plus nous devenons véritablement nous-mêmes, plus nous devenons capables de relations authentiques. Tant que nous restons inconscients de qui nous sommes réellement, nos relations seront principalement des arènes pour des projections, des besoins non reconnus et des schémas répétitifs. Imaginez une femme qui, au fil d'années de connaissance de soi, a intégré des aspects de son ombre, développé son animus intérieur et établi une connexion consciente avec son soi. Elle ne cherche plus chez son partenaire la complétude ou la définition de son identité. Elle aborde la relation à partir d'un centrage intérieur qui lui permet à la fois une intimité véritable et une autonomie authentique. Elle a compris que pour être capable d'aimer véritablement un autre être humain, elle devait d'abord apprendre à s'aimer elle-même, non pas de manière narcissique, mais à partir de la reconnaissance de sa propre totalité, incluant autant ses lumières que ses ombres. L'individuation nous libère de la compulsion de chercher chez l'autre ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. C'est un chemin de libération. Libération du besoin d'utiliser les relations comme échappatoire à notre vide intérieur. Libération des schémas répétitifs,
basé sur des blessures non guéries. Libération de la tendance à transformer ceux que nous aimons en réceptacles de nos projections inconscientes. L'amour qui émerge de l'individuation n'est pas moins passionné, moins vibrant ou moins profond que l'amour romantique conventionnel. Au contraire, il est plus intense précisément parce qu'il est plus conscient, plus enraciné dans la réalité de qui nous sommes réellement. Cet amour ne dépend pas d'illusions ou de fantasmes. Il n'a pas besoin d'histoires idéalisées sur les âmes sœurs ou les moitiés incomplètes cherchant la fusion. Il fleurit sur le terrain fertile de la connaissance de soi, sur la terre riche de la vérité psychologique. Et vous, êtes-vous prêt à vous embarquer dans le voyage de l'individuation? Êtes-vous prêt pour le défi de devenir qui vous êtes véritablement, afin de pouvoir aimer non pas par manque, mais à partir de la plénitude? Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage, mais en réalité, nous ne sommes qu'au début d'un autre bien plus significatif. Car ce que nous avons exploré ici ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des cartes pour des territoires de l'âme que chacun doit explorer par lui-même. Le secret gardé dans les profondeurs, que j'ai mentionné au début, peut maintenant être révélé. L'attraction et l'amour authentique ne sont pas principalement des techniques de séduction ou des stratégies pour faire tomber quelqu'un amoureux de nous. Ils concernent le voyage intérieur qui nous rend capables d'aimer et d'être aimés dans notre totalité. La véritable magie ne réside pas dans la manipulation des sentiments ou l'induction d'attraction, mais dans la création d'un espace pour une rencontre authentique. Une rencontre qui ne peut avoir lieu que lorsque nous nous engageons dans notre propre processus d'individuation. Paradoxalement, moins nous cherchons désespérément l'amour et l'approbation, plus naturellement ils affluent vers nous, non pas parce que nous développons des techniques de séduction sophistiquées, mais parce que nous devenons des personnes authentiques, centrées, conscientes. Et cela en soi est profondément magnétique. Le silence qui habite au centre de notre être est le véritable portail vers l'amour authentique. Non le bruit de nos insécurités, non le vacarme de nos stratégies de séduction, non le tumulte de nos projections et de nos fantasmes, mais le silence attentif qui surgit lorsque toutes ces distractions s'apaisent. Dans ce silence, nous pouvons enfin entendre la voix de notre âme. Nous pouvons reconnaître l'appel du soi. Et c'est à partir de cette reconnaissance que nous devenons capables de voir l'autre non comme un objet de désir ou de besoin, mais comme une manifestation unique de la conscience, aussi mystérieuse et sacrée que nous-mêmes. Au final, le chemin